Free audio post-production by alphonic.com. Salut et bienvenue dans Et on recommence, le podcast entre potes dédié aux remakes de films et de séries. Moi Sébastien et la fidèle équipe est là avec Cynthia, Salut, Élise salut et Hugo. Hello. Pour ce second épisode de 2026, on va s'attaquer à un monument de la SF, c'est Ghost in the Shell. L'adaptation animée de 1995 et son remake américain en live action en 2017. Alors c'est parti. Ghost in the Shell, à la base, c'est un manga japonais du genre cyberpunk de Masamune Shirow, publié en plusieurs volumes dès 1989. Pour l'anecdote, le titre japonais Kakaku Kidotai signifie littéralement policier anti-émeute en carapace offensive. Ok, très drôle. Je pense qu'on peut rappeler à toute fin utile que quelques années auparavant, en 1982, Blade Runner est sorti au cinéma et le manga Akira avait commencé sa publication avec une adaptation animée au cinéma en 1988. Donc tous deux à des degrés différents, ce sont aussi des inspirations manifestes de Ghost in the Shell. On peut même citer le roman Neuromancer de William Gibson, sorti en 1984, qui est considéré comme un écrit canonique du genre cyberpunk. Totalement. Donc le manga Ghost in the Shell, il est adapté en film d'animation par le réalisateur japonais Mamoru Oshii. À l'époque, il avait déjà signé 2 films de la série Pat Labor, une autre franchise très connue, et il s'attelle à l'écriture d'un projet beaucoup plus personnel, Jinro La Brigade des Loups. Mais quand il présente ça à Bandai Visual, le studio va lui suggérer une autre adaptation, Ghost in the Shell. Il était populaire le manga ou... Ouais, apparemment ça marchait pas mal à l'époque. Ok. Donc Oshii se démonte pas, il connaît déjà le manga et justement il se lance dans l'adaptation avec le studio d'animation où il travaille déjà, Production IG. Le film sort en 95 et la suite on la connaît à peu près, je pense pas faire de révélation ici. Ça va marquer le cinéma d'animation et même un peu le cinéma tout court. Le film va devenir culte à travers les années, considéré par certains comme un chef-d'œuvre et il inspirera même de nombreux cinéastes. Je pense que tout le monde a vu Matrix. Oui. Mais du coup, à votre avis, est-ce qu'il a marché ou pas ce film au moment de sa sortie ? Je pense qu'il a marché, mais il a pas fait non plus blockbuster ultra mastoc quoi, comme Avenger quoi. Je pense Oui, on n'en est pas là. Marché auprès des gens qui étaient fans d'animation, fans d'Akira. Ouais, moi je pense qu'au Japon, mais pas forcément dans les autres pays, quoi. Ça n'a pas marché super, Ah ouais en fait. Ah. À sa sortie cinéma, le film n'est pas spécialement un succès. La production a coûté environ 3 millions de dollars et il en a rapporté à peine plus. Ah ouais. En fait, c'est vraiment sur la durée que le film va asseoir son aura et se rattraper sur le marché vidéo et puis par la suite avec ses nombreuses itérations. Yep. Du coup, à ce stade, je pense qu'on va quand même proposer un petit résumé pour être tous sur la même longueur. Cynthia, je te laisse nous raconter tout ça. En 2029, dans un monde futuriste, la Major Kusanagi et son collègue Batu sont 2 cyborgs qui travaillent pour une unité gouvernementale antiterroriste, la Section 9. Au cours d'une intervention, ils mettent à jour l'existence d'un pirate informatique qui prend le contrôle d'esprits humains et semble insaisissable, le Puppet Master. Kusanagi va alors tout faire pour retrouver ce hacker et tenter d'en analyser le ghost, qu'on pourrait apparenter à l'âme, dans l'espoir d'y trouver des réponses à ses propres questions existentielles. Merci. Bon alors pendant ce temps-là, à Hollywood, ça s'active sévère. Forcément, il y a un bon paquet de gens qui veulent passer le film à la moulinette du cinéma US. L'un des premiers sur le coup, c'est ni plus ni moins que Steven Spielberg. Encore lui. Eh oui, qui est un grand fan du film, qui d'ailleurs en 2008, via DreamWorks, va distribuer Ghost in the Shell 2 Innocence, et donc par la même occasion, il achète les droits d'adaptation. Le producteur Avi Arad est à la production, ce qui n'est pas forcément rassurant vu le nombre de merdouilles super-héroïques qu'il a produites. Genre Daredevil, Ghost Rider, les premiers 4 Fantastiques. Aïe. Ah ouais, d'accord. Mais malgré tout, les 3 Spider-Man de Sam Raimi, tu vois, c'est le seul truc ok. qui surnage un peu. Et donc en 2014, tout ce petit monde se met d'accord avec Rupert Sanders, le réalisateur qui avait eu un sacré coup de bol en réussissant à peu près son premier long métrage casse-gueule, Blanche-Neige et le chasseur. Et donc du coup, est-ce que vous avez une petite idée de qui était pressenti au niveau du casting du remake américain ? C'est une actrice américaine? Elle parle anglais nativement, mais elle n'est pas américaine. Charlize Theron. Non, pas Charlize Theron, non. Plus loin que l'Afrique du Sud. Le genre pays asiatique quoi. Lucy Liu. Non, pas de très asiatique, c'est une actrice très connue. Qui est blonde ou pas? Ouais, elle est blonde. Ah si, la meuf Jennifer Lawrence. Non, c'est pas elle. Très bonne idée. Elle a fait un film qui est une adaptation d'une marque de jouets qui a cartonné. Ah, mais Margot Robbie, Ouais. sérieux? No way. Margot Robbie. Elle était la première sur le coup et elle a lâché l'affaire finalement pour aller faire Suicide Squad. Ah bah oui. Bon, en vrai, elle a bien fait quand même. Bah même si le Suicide Squad, le premier film est absolument à chier, mais C'était nul. Ouais, mais elle a il y a marqué le au moins. deuxième qui rattrape le truc. Ouais. De l'autre côté, il y a un acteur européen casté pour jouer Batu. Vincent Cassel. Non, alors il est pas français, il est belge. Ah, Boulevard, non je déconne. C'est pas le mec dans Deux rouillés d'os là Si, exactement. comment il s'appelle déjà? Mathias Schoenaerts. Ah voilà, ça. Finalement, il ne le fait pas, c'est donc Pilou Asbæk.
Un comédien danois qui est pas très connu à l'époque, qui récupère le rôle, mais pour info, il avait déjà croisé Scarlett Johansson puisqu'ils avaient joué ensemble dans Lucie de Luc Besson. Oui. Voilà, pour la caution asiatique, ils vont quand même récupérer Takeshi Kitano dans le rôle du chef de la section 9. C'est pas mal. Je sais pas comment ils l'ont récupéré parce que. Mais why not? Enfin, nous, on est toujours contents de voir Kitano quelque part. Bon, alors du coup, est-ce qu'il a marché ou pas ce remake? Par curiosité morbide, je pense qu'il a marché. Financièrement. Ouais, je te rejoins. C'est moche de dire ça. Moi, je pense qu'il a bof marché, pas tant que ça. Ouais, c'est pas ouf. Hors marketing, le film a un budget de 110 millions de dollars et il rapporte en tout 170 millions de dollars. Ouais, c'est pas énorme. Non, la potentielle saga qui était prévue autour de ça est finalement annulée. Ah, ils avaient prévu une saga quand même. Et la fin est équivoque. C'était le moment où on se disait on peut facilement faire une trilogie, quoi, sur un malentendu. Sur un malentendu. Ouais, sur un gros malentendu. Du coup, on va mettre un petit extrait de la bande-annonce du remake. Il y a eu une attaque. Nous t'avons sauvé. C'est un miracle. Non, c'est une arme. Tout ce qu'ils t'ont raconté est un mensonge. Qui êtes-vous? Ils ne t'ont pas sauvé la vie. Ils te l'ont volée. Je sais que j'ai un passé. Je découvrirai qui j'étais. Ghost in the Shell. Bon alors, du coup, je crois que l'enjeu va quand même pas ici être de débattre pour savoir si le remake est meilleur que l'original, hein, parce que la tâche paraît quasi impossible, voire kamikaze. Déjà, on a déjà nos avis. Hein. Oui, bah évidemment. Mais en revanche, faut noter quand même que le film d'animation de 95, c'est déjà un travail d'adaptation. Yep. Oshii, il a produit une œuvre qui est quand même vachement plus sombre et sérieuse que le manga. Il a lui-même été pioché dans certaines intrigues et gardé vraiment ce qui l'intéressait. Du coup, de fait, le remake américain, c'est moins une reprise pure de l'histoire originale, mais c'est aussi un travail d'adaptation qui reprend ça et là des éléments du premier film, mais qui va aussi piocher un petit peu dans la suite Innocence ou la très bonne série Standalone Complex. Moi, je me suis dit que la chose la plus simple, c'était de commencer par les personnages, leur version animée, leur version live. On va commencer évidemment par le Major Kusanagi ou Mira Killian dans le remake. Déjà, dans l'animé, le personnage est ultra énigmatique et il en dit pas beaucoup sur lui-même. Ouais. C'est un cyborg qui philosophe beaucoup sur sa personnalité humaine, qu'ils appellent le Ghost. Elle a quand même un objectif ultra perso, même si elle est conditionnée par sa situation de soldat. Le personnage est quand même assez monocentrique. Et Ouais, totalement, ouais. dans le remake, déjà, le personnage est introduit avec toute une backstory qu'il n'y a pas dans l'animé. Ayant subi un accident, ayant été reconstruit, tu sais pas si elle est là ou pas de son plein gré. Tu sais que du coup, de base, elle a été humaine, mais ça fait le trope du personnage amnésique. Et du coup, tu sens que ça va être une partie de l'enjeu du film. Oui, carrément. Complètement. Sans doute pour forcer un peu l'identification. Et c'est marrant parce que ça fait deux caricatures du policier, en fait, entre le détective amnésique qui va mener l'enquête pour retrouver sa personnalité et son passé, et par contre, dans l'animé, c'est limite plus l'archétype du détective qui a tout testé dans sa vie et qui cherche un kick supplémentaire, va un peu plus se définir. Moi, j'avais pas pensé ça. Je croyais avoir tout vu dans la vie, mais alors un cyborg qui fait de la plongée, j'en reste le bec dans l'eau. Tu n'as jamais peur quand tu es au fond? Et si ton matériel te lâchait ou que tu aies une panne? Eh bien, je suppose que je mourrais. Ou peut-être que tu plongerais pour me sauver la vie. En tout cas, je ne t'ai pas sonné. Eterna, tu sais ce que j'en fais? Effectivement, on voit assez vite qu'elle est pas humaine dans son apparence physique. On voit qu'il y a quand même quelque chose qui cloche, fait qu'elle sourit jamais non plus, elle cligne pas des yeux, etc. Oui, il y a très peu d'émotions. Ouais. Oui, c'est vrai. Ouais. Il y a un truc vraiment dès le départ qui la conditionne en tant que non humaine, alors que Mira, la première fois qu'on la voit dans le remake, même s'ils essayent de copier un peu la scène, bon bah déjà il y a Scarlett Johansson, ils l'ont pas changé physiquement, ils ont pas essayé de la rendre plus robotique ou de la maquiller, donc en fait ça marche moins. Et en plus la première scène, donc quand elle va s'attaquer à des geishas robots, très rapidement en fait on la sent assez vulnérable, fragile, enfin on dirait presque qu'elle hésite à tirer, donc dès le départ on la voit vraiment comme une humaine plus que un cyborg, je trouve. Ouais, c'est ça. On dirait qu'elle est piégée dans un corps de robot, mais qu'en soi, pour moi, elle est humaine. Ce qui, dans le fond, est plutôt vrai. Oui, totalement. Ouais, elle est presque pas là de son plein gré, en fait, par rapport à la version dans l'animé. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'au final, ça montre aussi que le remake a pris acte de sa texture live. Si on accepte le postulat qu'ils aient modifié un petit peu l'histoire, bon, c'est ok, c'est pas mal fait, quoi. Et en même temps, je pense qu'en plus, Scarlett Johansson n'est pas un mauvais choix, même je trouve qu'elle est pas forcément ultra bien utilisée. Ouais. Comment elle se tient, tu vois, toujours le torse en avant, les fesses en arrière, c'est bizarre. Ah oui, c'est vrai, elle est tout le temps raide, ouais. C'est bête parce que c'est pas une mauvaise actrice. Tu la regardes dans Under the Skin, Wedding Story,
Et c'est con parce que là, en fait, tu me prends Scarlett Johansson de Lucie. C'est pas ouf, quoi. Mais après, moi, c'est vrai que j'aime bien Scarlett Johansson. Justement, elle a une période comme ça de sa filmo où elle a trouvé quand même des rôles avec à chaque fois une espèce de manière de reconfigurer son corps. Tu citais Under the Skin. Même Lucie, que certes, j'ai pas vu, mais pense à Her, le film de Spike Jonze où elle joue une intelligence artificielle, du coup. Ah oui, je l'adore ce film. Mais qui n'est qu'une voix, voilà, mais qui est un très très beau film. Mais encore une fois, c'est juste la démarche de Johansson à chaque fois d'aller chercher ces rôles qui lui permettent de redéfinir un petit peu son physique à l'intérieur de l'image, et je trouve que c'est assez passionnant. Ouais. Ah oui, je sais pas ce que vous en pensez, parce qu'à l'époque, il y a eu quand même un bashing sur le film pour son côté whitewashing. Mais même au-delà de ça, il y a un gros problème de casting, je trouve. C'est censé se passer au Japon, mais il y a que des figures américaines. Après, le film essaye quand même de justifier son choix d'un personnage à l'apparence caucasienne, parce que l'industrie qui est derrière tout ça est une industrie américaine, ce qui est pas d'ailleurs absurde sur le fond. Et du coup, pourquoi il y a que Takeshi Kitano qui parle en japonais dans l'histoire quand il pense? Non, mais ça n'a aucun sens. Soit tout le monde parle en anglais, soit tout le monde parle en japonais. En vrai, ça me dérange pas. Moi, je parle vraiment du côté environnement qui est vraiment très américanisé. Je trouve. Ouais, l'appropriation culturelle à la fin, c'est un peu bizarre quand même. Avant, t'étais asiatique, ils t'ont transformé pour devenir blanche. Enfin, c'est bizarre. On peut peut-être parler de Batu rapidement, qui est le coéquipier de Kusanagi, qui est aussi un ancien militaire, perso assez iconique, qui est aussi amélioré cybernétiquement, qui en tout cas a une relation privilégiée avec Kusanagi. Bah, je trouve que dans l'original, on le voit assez peu finalement. Ah ouais, tu te penses? Alors que je trouve que dans le remake, il a vraiment une place centrale, quoi. C'est vraiment le copain, coéquipier, confident. C'est la figure affective. Ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que dans l'animé, les personnages secondaires se détachent tous et ont tous leur rôle à jouer. Par contre, dans le remake, je trouve que Batu, déjà c'est un bon cosplay du personnage, je trouve. Ouais, complètement. Et justement, peut-être qu'il se détache un peu plus par rapport à son apparence physique qui est assez marquante que le personnage dans l'animé. Quand tu regardes, les personnages secondaires sont tous un peu au même niveau, je trouve, en termes de design. Ouais, complètement. Et puis surtout, il n'y a pas tant d'autres personnages que ça dans le remake finalement. D'autres personnages masculins. Bah non, en fait, dans le remake, c'est tous des très bons cosplays dans la salle où ils interrogent les boueurs. Oui. Tu vois tous les personnages. Oui, c'est vrai. Mais après, ils sont plus vraiment dans l'action. Non. Alors que dans l'animé, ils ont tous leur rôle à jouer. Mais par contre, c'est vrai que dans le remake, ils introduisent Batu avec une backstory de comment il a ses yeux cybernétiques. Et alors que dans l'animé, il les a de base, en fait. Ce que je trouve con, parce que le fait qu'ils t'introduisent un peu la cybernisation de Batu et de Motoko, je trouve que ça enlève le principe même du film. Oui, où c'est censé être normal. Je suis d'accord. Alors que tu vas dans l'animé, c'est tout à fait banalisé, c'est tout à fait normal. Les gens vivent constamment au jour le jour avec. En fait. Ouais, ça, je suis d'accord. Et du coup, dans le remake aussi, on introduit le personnage de Batu comme quelqu'un auquel on peut beaucoup plus s'identifier parce que c'est un peu le bourru au grand cœur. Avec les chiens. Voilà, ce que j'allais dire. Il va acheter de la viande pour nourrir les chiens qui sont dans la rue. Il y a un côté très tendre chez ce personnage-là qui fonctionne bien avec son physique très particulier, grosse bête, et en même temps hyper stylé, quoi. Ouais, lui, il est vraiment plus dans les sentiments que sa version 95, où au final, il part très peu. Mais il est très loyal, par contre. Je le trouve présent quand même parce qu'il accompagne Kusanagi quand elle va faire sa plongée. Oui. Ils ont une discussion proche en buvant une bière, etc. Enfin, évidemment, dans tout le final, il va la protéger complètement, et puis on va en parler, mais dans toute l'histoire, c'est vraiment lui qui va pas lui sauver le coup, mais en tout cas être c'est sa bouée de sauvetage, en fait, presque. un peu son ange gardien, enfin. Alors, comment ça va? Tu n'as pas l'air en forme. Je me sens un peu patraque, mais ça ira. C'est quoi ton arme? Mon fusil préféré. La section équipement me l'a fabriqué pour ma collection privée. Je suis en retard parce que j'ai dû aller le chercher. À tel point qu'il est assez triste d'ailleurs à la fin de la voir partir. Ouais. Et il sera c'est le ça. personnage principal de la suite de Ghost in the Shell 2. Ah, ok. Il devient vraiment le personnage central. Kusanagi va revenir sous une certaine forme, mais elle est beaucoup moins présente. On peut juste évoquer rapidos Arakami, qui est le leader de la section 9, donc qui est un personnage de petit vieux plein de doutes dans l'animé et qui est joué par Kitano dans la version live. C'est une bonne idée de prendre Kitano ou pas? Je sais pas, après, je suis fan de Kitano, je trouve que ça marche toujours. Je pense que le problème, c'est qu'il est peut-être pas assez mis en avant par rapport à l'animé, où en fait, le personnage est vraiment au cœur de l'intrigue. Ouais, je suis Il n'est d'accord. pas dû par rapport à tout ce qui se passe au niveau des complots géopolitiques avec les autres branches du gouvernement. Et par contre, il est un peu plus effacé dans le remake. Ouais, je suis d'accord. Il joue son rôle de protecteur et de personne qui peut engager les choses, mais En fait, je sais pas si c'est parce qu'il fait si vieux que ça ou pas. On a l'impression qu'il est vraiment très éloigné. Il suit le truc un peu de loin, mais t'as l'impression qu'il est un peu à côté de ses pompes, quoi. Non, mais il est plus moral que dans l'autre version, où l'autre, il est vraiment très froid. Ouais, il incarne plus à la figure du chef froid et stratégique. Ouais. Oui, beaucoup plus, parce que tu le vois plus dans les échanges qu'il a avec les gens de la section 6. Puis tu sens qu'il est en train de rechercher aussi une espèce de vérité derrière l'affaire. Enfin, sa présence un petit peu en background
un peu plus forte fait que je trouve qu'il existe un peu plus. Ouais, c'est ça, mais il fait bon chef qui peut protéger ses équipes et qui est pas corrompu, en fait. Donc, C'est-à-dire que Kitano, tu te dis quand même, ah putain, il va nous faire une saloperie. Est-ce qu'on évoque rapidement le personnage de Kusé, qui donc n'est présent que dans le remake, qui est le méchant de l'histoire? C'est qui l'acteur? C'est Michael Pitt, il jouait le rôle de Kurt Cobain dans le biopic. chez Gus Van Sant. Ah, d'accord, je vois. Moi, je trouve que le design est plutôt chouette du personnage. Ouais, ça fait très hacker, quoi. Hein. Oui, et en même temps... C'est l'image du hacker avec sa petite capuche noire. Oui, c'est caricature du hacker émo. Je suis dark, je suis dans une salle sombre et je pirate les réseaux. Ouais, Puis je trouve en plus le côté un peu amour perdu avec Mira, c'est un peu... ça c'est nul. Ah ouais, mais au départ, j'ai cru que c'était des frères et sœurs. Qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai développé une réelle fascination pour toi depuis que j'ai exploré ton code pendant ta plongée dans la geisha. Il ne ressemblait à aucun autre code et pourtant il m'était si familier. Nous sommes pareils. Nous ne sommes pas pareils. Parlons de l'histoire, les deux scénarios ont quand même des trames assez similaires, et le fond est assez différent, aussi bien dans le déroulé, mais aussi ce qui est développé comme réflexion. Ouais. Pour resituer, donc, les deux films démarrent par une intervention musclée de la section 9. À la suite de tout ça, ça va mettre à jour l'existence d'un hacker mystérieux. Dans l'original, on a donc le Puppet Master, qui est un personnage assez insaisissable qui en fait ne sera pas un hacker physique. Par contre, dans le remake, on a bien Kusé qui est un personnage existant qui lui aussi essaye de trafiquer la tête de certaines personnes pour retrouver les coupables de quelque chose, ce qui en tout cas n'est pas du tout le cas du Puppet Master, qui est plutôt une intelligence artificielle qui essaye de s'échapper de sa condition et qui du coup va trouver en Kusanagi une sorte de miroir qui pourrait l'aider à s'extirper de ce qu'il est. Autant dans le remake, on est sur un train classique d'une multinationale militaire qui essaye de faire ses petites magouilles de son argent, alors que dans l'animé, t'es vraiment dans un scénario beaucoup plus précis d'une entreprise étrangère qui a laissé un produit s'échapper, qui est en train d'imaginer tout un complot alambiqué pour brouiller les pistes. Bah, c'est beaucoup plus intelligent, mais c'est aussi extrêmement compliqué à comprendre. Il y a quand même beaucoup de personnages, t'as quand même tout le truc politique, diplomatique, et au début, c'est un peu dense pour tout capter. Bah, c'est dense, mais je trouve que ça évolue vers quelque chose où tout le problème diplomatique devient en fond et t'as un problème philosophique qui arrive au fur et à mesure en premier. C'est quand même bien fait. Oui, ça s'évacue assez vite. Et ce que je trouve assez top, c'est vraiment en fait que Oshii, parce que c'était aussi un cinéaste intellectuel, engagé, qui a plutôt une approche philosophique des choses, il arrive en plus à faire un film qui est pas du tout un pensum chiant sur le sujet, mais dans un écrin de cyberpunk assez excitant, il arrive à placer ses réflexions, les réflexions de Kusanagi au centre du récit et faire en sorte que ce soit pas de la SF pour la SF. C'est vraiment un truc qui questionne les choses. Qu'est-ce que c'est qu'un humain et qui ne l'est pas? Si une IA pense, est-ce qu'elle est vivante? Quand le corps est modifié, qu'est-ce qui reste de l'humain? C'est des questions sur la signification de la vie, quoi. À ça, tu te rapprocherais en plus de Blade Runner avec les réplicants et les questions que eux-mêmes Bien se posent sûr, en tant que... totalement. Bah ouais. Et surtout, c'est beau ce que dit le Puppet Master par rapport à ce qu'il est. Lui-même s'est identifié comme créature pensante, donc vivante. Ouais, complètement. C'est génial. Comme la réplique finale de Blade Runner du répliquant, il y a aussi un truc où il explique qu'il a traversé tellement de réseaux, il a vu tellement de choses que finalement, il s'est extirpé de sa propre condition. Il s'est forgé lui-même. Oui. Son problème, c'est ce qu'il va expliquer à Kusanagi. En fait, il ne peut que se dupliquer. Je me considère comme une forme de vie car je suis sensitif et je suis personnellement capable de reconnaître ma propre existence. Mais dans mon état actuel, je suis encore incomplet. Il me manque les processus de base inhérents à tout organisme vivant, les processus de reproduction et de mort. Mais vous pouvez vous copier? En se copiant, mon système va s'agrandir. Mais un simple virus pourrait le détruire en entier, quel que soit son degré de complexité. Les copies n'ont par définition aucune variété, aucune originalité. Or, la vie se perpétue par la diversité, y compris même par la capacité à se sacrifier si besoin est. Pourquoi ce cycle se répète-t-il? Pour survivre. Kusanagi, elle a aussi besoin d'évoluer, en fait. Elle se demande, est-ce que je suis une coquille qui réfléchit ou autre chose? Qu'est-ce qui reste d'humain en moi? Et en fait, elle a aussi ce besoin de passer à autre chose. Une grosse différence d'ailleurs entre les deux films. À la fin de l'animé, Kusanagi va accepter la fusion avec le Puppet Master, là où, même si les personnages sont pas les mêmes, Kusé va proposer aussi une sorte de fusion au Major Killian dans le remake, et en fait, elle va refuser en disant non, moi je garde ce que je suis, mon intégrité et tout. Maintenant qu'elle a son histoire, qu'elle a retrouvé ses souvenirs, elle veut bien
rester dans son monde, quoi. Ouais. Et surtout, ce qui est aussi malin dans l'animé, c'est que plusieurs fois au cours du film, le personnage de Motoko se pose la question si ses souvenirs lui appartiennent vraiment. Oui. Et je pense que c'est aussi ce qui l'a fait transcender. Elle s'en fiche de son passé. Elle l'explique dès le départ sur le bateau, que dans la discussion philosophique qu'elle a avec Batu, qu'elle sait ce qu'elle est, elle sait sa personnalité, elle sait ce qu'elle désire. Oui. Mais ça l'empêche pas de se poser des questions au fur et à mesure que cette présence du Puppet Master arrive. Parfois, je doute réellement d'être moi-même. C'est comme si j'étais morte il y a longtemps et que quelqu'un ait pris mon cerveau et l'ait implanté dans ce corps. Ou peut-être qu'il n'y a jamais eu de moi, que je suis entièrement synthétique, comme cette affreuse chose. Ton enveloppe en titane abrite des cellules humaines, Kusanagi. On te traite comme les autres humains, alors n'exagère pas. Mais justement, il n'y a que cela qui me donne l'impression d'être un humain. Je veux dire, qui sait ce qu'il y a dans nos têtes? Tu as déjà vu ton propre cerveau. On dirait que c'est ton ghost que tu remets en question, là. Et si un cybercerveau pouvait tout seul générer son ghost, créer sa propre âme? Tu te rends compte, si c'était possible, à quoi ça servirait d'être un humain? On a dit beaucoup de choses. Du coup, on pourrait peut-être faire un petit quiz sur les robots. Let's go! L'idée du quiz, c'est tout simple. C'est que j'ai pris plusieurs robots à tendance intelligence artificielle. Donc, ils se présentent comme s'ils étaient à une audition. Trop bien. Bon, alors, je commence. Je suis une version unique de ma série. Contrairement à mes frères, je possède des rêves et des secrets. On m'accuse d'avoir enfreint les 3 lois, mais je cherche simplement à comprendre... iRobot. Sully, Scully... Il s'appelle Sony. Sony. Putain, j'allais Très dire, bien, mais- bien joué, Cynthia. Yes. Alors, ensuite... Je suis tout seul sur une planète déserte depuis des siècles. Wally. Mon travail... Ok. C'est Cynthia? Ouais, c'est Cynthia. Oui. Sniper. On enchaîne. Je suis si parfaite que je ne savais même pas que mes souvenirs étaient implantés. Je suis une expérience qui ne connaît pas sa propre nature, poursuivie par un homme dont je vais tomber amoureuse. Je travaille pour la Tyrell Ça Corporation. me dit un truc, mais en même temps, je... Est-ce que c'est dans Blade Runner ou pas? Oui, c'est dans Blade Runner. C'est Rachel. Ah, ok. 4e. Je suis né dans le chaos de Johannesburg. Ah, On m'a transféré une conscience expérimentale Chapille. alors que mon corps... Ouais, Chapi, ouais, c'est ça. bravo. J'avais écrit à la fin, je suis comme un enfant qui apprend le monde auprès de maman et papa, même s'ils sont des gangsters. Mon papa à moi. Je l'ai. Alors ensuite, je vis dans un centre de recherche isolé en pleine nature. Mon créateur un petit peu mégalo m'a soumise à un test de Turing. Ex Machina. Ouais, c'est Ex Machina, c'est ça. Ava, un film que je recommande énormément. Alors le 6e, un éclair m'a frappé et soudain je ne suis plus une simple arme de guerre. Je ne veux pas être désassemblé. J'ai besoin d'emmagasiner des données. Je lis des livres à toute vitesse et je découvre que la vie n'est pas fais dans... chier. Oui, tu l'as, Hugo, je pense. Short Circuit, c'est qui Oui, c'est ça. Bah, numéro 5. Alors moi, c'était un de mes films de chevet quand j'étais gosse. Je sais pas comment ça a vieilli aujourd'hui. Hein. Ça a l'air cool. Le 7e. Je suis la compagne idéale d'une petite fille. Je danse, je chante Ah, et je Annabelle. protège Ah ma non, meilleure amie. l'autre, la Megan. Oui, Megan, oui. Oui, parce qu'Annabelle, c'est pas trop le délire. Oui, non. Alors ensuite, je suis le premier petit garçon robot capable d'aimer vraiment. Ah, J'ai passé 2000 ans sous la glace. IA, intelligence artificielle. David. Oui, David dans AI. Alors, il y a un petit pas de côté. Oula. Je suis une infiltration parfaite au sein de la flotte humaine. Je suis belle, blonde, et je porte souvent une robe rouge. Ah, dans Matrix. Non, je suis lié spirituellement à un scientifique nommé Gaius Baltar, à qui je rappelle sans cesse le plan de Dieu. Ah, c'est pas Battlestar Galactica, ça? Si, c'est ça. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est numéro 6. Ah oui. Trop forte, Cynthia. Allez, le dernier, pour la route. Je suis né d'un programme de paix et d'une pierre de l'esprit. J'ai vu l'histoire de l'humanité et en une seconde, j'ai conclu que votre extinction était la seule voie vers la paix. Ah, Je n'ai pas de fils, mais j'ai une armée à mon image. Skynet. Non, c'est pas de Terminator, non. C'est un gros blockbuster. Ah, Vision. Alors, c'est pas Vision, mais... Ultron. Ultron, c'est ça, ouais. Ouais. Ah, c'est Ultron, d'accord, c'est pas Vision, d'accord, ok. Ellie, je te le donne parce que t'en avais pas... Ah, c'est gentil. Ouais, ça va, 5-4, Hugo et Cynthia. Donc bravo, Cynthia, comme d'hab. Merci. Je pense qu'on peut revenir un peu sur Ghost in the Shell et parler un peu de la mise en scène. On peut parler de l'animé et de ce qu'il a défini, et puis le remake, comment il essaye de prendre un peu cet héritage. Après, ce sera toujours dur de comparer, je trouve, un film live à un film animé. Je suis d'accord, mais... Et aussi à cause des restrictions quand même de l'époque de l'animé, qui était encore sur cellulo. C'est Oui, quand même un oui. truc. Mais il n'empêche qu'en termes de mise en scène, déjà, putain, c'est pas très inspiré le remake. Hein. C'est d'une banalité, je trouve. Ouais. Je trouve que la représentation de la ville, alors que dans l'animé, elle est plutôt sobre. Ça
ressemble plus à Hong Kong peut-être dans 20 ans. Ouais. Il y a tout un moment où en fait la Motoko qui est dans la ville, Ouais. t'as une séquence contemplative de toute la ville. Non, mais ça mélange du futuriste et de l'ancien, quoi. Alors que tu te retrouves dans le film, mais chaque décor d'extérieur, t'as des néons qui te pètent à la gueule, Ouais. t'as des hologrammes partout, c'est Blade Runner x100 dans tous les coins. Et encore, Blade Runner avait déjà une esthétique à la fois futuriste et rétro. Oui, mais là, c'est vrai que c'est surchargé, quoi. Tu prends pas le temps de regarder, d'être contemplatif comme t'as dans l'animé. C'est du déjà vu surtout. Enfin, il y a rien de nouveau. Oui. En plus, il est super sombre par rapport à l'animé. Je pense à la séquence d'intro où t'as le corps de Motoko qui se construit. Cette scène qui est super claire et super définie et très esthétique, alors que tu passes dans une version du remake ultra sombre avec une 3D à tire-larigot qui est pas super belle non plus, je trouve. Mais bon. Enfin, il y a un plan, moi, que j'ai trouvé moche au début, parce qu'il y a une espèce de long travelling au milieu de la ville. Je Ouais. me suis dit, ce plan fait très jeu vidéo, ça Ouais. va pas. Mais du coup, je trouve que ça pourrait être n'importe quel autre film de SF. Moi, je suis d'accord. C'est marrant parce que j'ai dit avant que les personnages c'était des bons cosplays des personnages de l'animé, mais le film c'est un cosplay en fait, la version animée. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah en fait, j'ai vu le remake en avant et je me suis fait chier. Ouais. Parce qu'en plus, il fait 20 minutes de plus que l'animé et il raconte moins de choses. Non, mais ouais, t'es un peu dur sur certains trucs, mais je suis d'accord sur ce que tu dis. En fait, j'ai l'impression dans le remake, ils ont voulu en mettre plein les yeux parce que c'est au cinéma et il faut que ce soit coloré et parce que faut montrer qu'on sait faire des beaux FX. Alors qu'en fait, l'original, il est tellement beau d'un point de vue DA, mise en scène, c'est ultra contemplatif. Je trouve ça tellement dommage au final à tout vouloir faire en mode technologie. Ça aurait tellement, je pense, plus marqué l'œil visuellement que ce qu'ils ont fait. Moi, ce que je trouve marrant, c'est que Ghost in the Shell a jamais sonné avec action. Non, bon, et pourtant, il y a quelques scènes d'action qui sont quand même assez emblématiques. Elles sont géniales. Je repense à la poursuite avec les éboueurs et le final Ah oui, qui oui. se passe sur cette espèce d'esplanade remplie de flotte avec le combat où Kusanagi est invisible. Et en fait, vraiment, alors j'ai pas tout regardé plan par plan, mais la manière dont c'est cadré, le rythme du montage, les quelques ralentis qui interviennent, voir la répétition de certaines images au moment où il y a un coup de pied et paf, paf, tu le revois 3 fois. Bah, le remake essaye de refaire, de ressinger. Typiquement, cette scène dans le remake, elle est assez pauvre. Oui. D'abord pour une raison de rythme global, parce que je pense que la manière dont elle est construite dans l'animé en étant le climax d'une grande séquence de poursuite fait que ça t'amène là et t'as ce moment de stase où d'un coup tout s'arrête, le mec est là en se demandant tiens c'est bon je suis tiré d'affaire et en fait non. Et puis dans le remake bah en fait c'est très rapide, c'est que juste avant finalement on a eu une fusillade qui était assez costaud, les mecs s'enfuient, paf paf on passe d'un truc à l'autre, il n'y a pas le côté contemplatif que Meoshi. Oui. C'est ce qui est assez top aussi, je trouve, dans la mise en scène de l'animé, c'est que même à l'intérieur des scènes d'action, tu as ces moments de stase où d'un coup, il y a un plan posé comme ça s'arrête, qui vient ouais. contempler le décor, qui vient contempler ce qui se passe, un oiseau qui passe dans le ciel, un truc, et ça donne vraiment une autre dimension à l'action. Mais c'est marrant, tu vois, parce qu'on parle d'un film d'animation qui a toujours été un peu mal vu, j'ai envie de te dire, on s'est toujours dit, avant Akira en France, les films d'animation, c'est pour des enfants. Ouais, à peu près, oui. Tu vois ce que je veux dire? Je grossis un peu le trait. Oui, oui. Ghost in the Shell, c'est incroyable parce que ça prend beaucoup de cinématographie de films live, comme par exemple Blade Runner et la scène de fin sous la pluie. Ghost in the Shell essaye d'amener énormément d'esthétique de films live en animation. Mais du coup, t'as une dégénérescence avec le remake de perdre ce que pourrait apporter un film live. Ouais, non, mais l'exercice est hyper compliqué, en fait. Comment s'inscrire à la fois dans les traces d'un film qui a gagné sur tous les tableaux, presque, aussi bien par sa réflexion, son histoire, que sa mise en scène et redéfinie 20 ans de SF derrière, et à la fois trouver quelque chose de nouveau, une nouvelle grammaire, rajouter de l'esthétique. Je suis pas totalement d'accord, c'est-à-dire que visuellement, je trouve que le film est plutôt agréable. Oui. Il y a quand même beaucoup de détails, beaucoup de petites choses qui sont plutôt chouettes, que ce soit dans les décors, dans des personnages secondaires. Je trouve pas moche, quoi, Non, à part non. quelques moments qui sont moins réussis que d'autres. Après, pour moi, il n'est pas forcément moche, il est pas inspiré. Oui, Alors moi, je mettrais un petit bémol sur l'original. Je trouve que les couleurs sont quand même assez fades. Il n'y a pas vraiment de lumière qui pop, etc. Alors c'est plus réaliste, ça reste etc. très gris-bleu, oui. Voilà, c'est très gris-bleu. Et donc du coup, c'est quand même très très minimaliste dans le dessin, dans la couleur, dans l'architecture. Après, ça correspond quand même bien au fait que ce soit contemplatif et que tu sois là dans la réflexion, etc. Mais je me suis un poil fait chier quand même, j'avoue. Ok. Et dans le remake, je trouve personnellement que la scène de départ est pas trop dégueulasse quand il y a les geishas, etc. Et ouais, c'est pas mal. Ouais. Moi, j'aime bien la tête des geishas. Je trouve que le fait qu'elle se transforme à moitié en araignée là, et qu'elle grimpe sur le mur, toute cette scène-là, je me suis dit, c'est cool, on va passer un bon moment, ça va être un bon film. Par contre, après, effectivement, ça redevient un blockbuster classique, comme le Robocop de Padilla, comme tous les gros blockbusters qu'on a vus. Ouais. Le moindre petit truc qui était
un peu cool redevient un truc qu'on a déjà vu 1000 fois et ça n'est pas suffisant pour se démarquer effectivement. Et je trouve ça con parce que justement, c'est à la présence d'acteurs humains, tu pourrais jouer cette ambiguïté de robot. Oui. Jusqu'à quel point tu peux le robotiser pour toujours le rendre, tu vois, empathique et pas uncanny valley. Ouais. Oui, ça marche après dans des courts trucs. Il y a cette petite scène où il y a un des médecins Oui. légistes, je crois, qu'elle va s'asseoir à son bureau et clac, il y a ses yeux qui sortent, elle se branche un truc sur le visage. Ah ouais, c'est cool ça. Il y a quand même le moment où Scarlett se retrouve face à Cousé et il commence à lui retirer la Oui. peau de la moitié du visage. Enfin, je trouve que c'est des images qui sont chouettes, il y a Oui. des idées qui sont bien et tout, mais je suis d'accord avec vous, c'est peut-être pas assez poussé. Ça va pas assez loin, ouais. Ce que fait l'animé quand, par exemple, à la fin, il décide de détruire son cyborg. Oui, on s'en fout en fait. Finalement, le corps n'est qu'une enveloppe. C'est un outil. Kusanagi va complètement se donner pour réussir à ses fins, va aller jusqu'à pousser les limites de son corps. Du coup, c'est pareil, c'est repris textuellement dans le remake. Oui. Mais du coup, il n'y a pas le même vertige qui se passe. Et pour la musique aussi, peut-être, on n'a pas parlé. Oui, on peut parler de la musique. Qui est génial. Et je sais pas ce qu'il a fait d'autre, le compositeur. Kenji Kawai, il a travaillé avec Mamoru Oshii sur quasiment tous ses films, sur du Choi Heart, il a travaillé sur Darkwater de Nakata. Ça, c'est même lui qui a fait les musiques des Rings de Nakata aussi. Ah oui. En tout cas, cette musique, elle est dingue. D'entrée de jeu, le générique de l'animé, les chœurs qui partent comme ça. Ah ouais, ça c'est ouf, ouais. Ça te met dans l'ambiance directe et ça t'emmène dans un univers où tu sais que tu vas être complètement happé. Au fur et à mesure du film, il y a quand même plusieurs fois où ça revient et il y a vraiment ce côté avec des nappes de musique qui sont finalement assez simples, des fois juste un tintement de cloche. Oui, sur la combat sur l'eau, t'as vraiment l'impression de limite d'entendre l'eau résonner tout autour, quoi. Je trouve ça... Ouais, c'est ça, il y a presque une utilisation des éléments, ça donne une personnalité folle au film. Ce qui du coup, là aussi, moi dans le remake, m'a pas marqué du tout. Ouais, en fait, elle est plus conventionnelle, c'est vraiment pour souligner l'action, mais du coup, on l'entend pas, elle se démarque pas, et encore une fois, elle ressemble à toutes celles des blockbusters qu'on peut entendre et qui est un peu générique. Il y a pas le côté mystique, quoi. Je me souviens juste que quand le générique de fin démarre, on Exactement. a la musique de Kenji Kawai et je me suis dit, oh merde, fallait la mettre avant là. Oui, pareil. Eh bien, venons-en à notre conclusion. Donc, il n'y a pas beaucoup de suspense sur ce que vous avez préféré. Bah non. Mais si vous voulez peut-être nous redire pourquoi de manière succincte. Bah, sans surprise, je préfère l'original parce que il est intelligent, il fait réfléchir sur des concepts avec la telle prominence des IA, vers quoi ça peut évoluer. À l'heure d'aujourd'hui, il est tout aussi contemporain en fait. Voir comment ça peut s'intégrer dans des situations gouvernementales, politiques, vie privée, à quel point on va prendre le virage de ça. Et c'est juste que tout était là pour que ce soit un milestone dans le film d'animation, quoi. L'animation qui est poussée, qui est magnifique, le scénario qui est incroyable, la mise en scène qui est chiadée, qui prend son temps, qui est pensive, qui va avec le format de l'histoire. Tout est bien en fait. Et le problème, c'est que le remake, à côté de ça, ça fait un peu quand même un produit vraiment hollywoodien de redigérer un film d'un autre format, d'une autre culture et de pas l'adapter à son époque, de pas bien vraiment, je trouve, utiliser ses acteurs. Du coup, de faire juste un produit en fait, au lieu d'une œuvre d'art. Ok. Après, j'ai préféré largement l'original. Je trouve que le remake est ok à voir, mais il n'est pas non plus mémorable. C'est ça le problème. Je trouve que la fin est très basique. Et c'est vrai, quand tu compares avec l'original, il n'y a pas photo. Visuellement, il est magnifique. Rien à dire. Le thème est super intéressant, mais moi, c'est vrai que dès que ça parle de robots, ça ne m'enchante pas plus. Alors que là, c'était super bien amené, c'est très philosophique. Je le conseille vraiment. Juste regardez-le dans des bonnes conditions, c'est le plus important, je pense. Ouais, c'est pas facile comme film quand même. Moi, je pense que j'irai quand même plus vers l'animé parce que je trouve qu'il a le mérite d'être original. Il m'a plongé dans un état un peu méditatif, il m'a fait réfléchir, il m'a déstabilisé. Et il a le mérite d'ouvrir aussi vers quelque chose de métaphysique. Mais par contre, je pense pas que je le reverrai. Alors déjà, de base, moi, l'animé, c'est pas forcément mon truc. Et là, alors je sais que vous dites qu'il est magnifique et tout ça. Visuellement, j'ai pas aimé. En fait, j'y suis pas sensible. Après, j'ai adoré le fait que ce soit très contemplatif, qu'il y ait vraiment une atmosphère particulière et que ce soit quelque chose justement que j'ai pas l'habitude de voir. Mais j'avoue qu'une fois, c'était bien. Le remake, du coup, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup plus l'habitude, etc. Donc, au moins, l'avantage, c'est que ça reste efficace, l'univers, il est travaillé, mais comme on l'a dit, c'est un truc qui ressemble à peu près tous les autres blockbusters de SF de ces 10-15 dernières années. Ouais. Et en plus, c'est vrai que le problème, c'est qu'il passe complètement à côté de l'aspect spirituel, quoi. Du sujet qui pourrait amener, quoi. Ouais, voilà, exactement. Au final, on parle de soi, de la mémoire, on se regarde un peu le nombril, là où l'original partait vers quelque chose de beaucoup plus grand, en fait, quoi, qui ouvrait. Donc voilà, je vais quand même vers l'animé, hein, mais c'est avec beaucoup moins de passion que vous.
Et toi, Bastien? Oui, de toute façon, il y a zéro suspense, évidemment. Je trouve que le remake démérite pas tant que ça, en fait. Juste, il a le mérite d'être une porte d'entrée un peu plus accessible à l'univers de la saga. Je trouve ça visuellement assez beau, investi par Scarlett Johansson. Alors, c'est certain que c'est un lissage complet de l'histoire et la simplification des enjeux joue largement en la défaveur du film. Comme tu disais, Cynthia, ça se confond avec beaucoup d'autres histoires de SF très similaires. La mise en scène de l'action, elle est banale et un peu datée. Mais je trouve que l'exercice de l'adaptation est pas si déplaisant. Ça aurait pu être catastrophique et en fait ça l'est pas. Mais à côté de ça, évidemment, le film de Mamoru Oshii, ça reste un chef-d'œuvre. Je sais que quand je l'ai vu plus jeune, ça m'a vraiment marqué, même si je comprenais pas tout. Mais l'animation, la mise en scène, la réflexion, ça fait un truc extrêmement complexe qui est génial à regarder. Voilà, je trouve ça vertigineux, passionnant, ça me parle beaucoup. Ah, ces humains qui ont un cerveau piraté, c'est un désastre. Regarde-le, celui-là, il est quand même drôlement atteint. Bon, merci à vous tous. Merci. Merci. Si vous voulez voir ou revoir les films, celui de 95 est dispo sur HBO Max ou Prime Video, le remake est également dispo sur Prime ou MyCanal, mais à la location. Et pour le reste, n'hésitez pas à réagir, noter, parler du podcast, ça nous fera toujours très très plaisir, et on se dit à bientôt. Salut. Free audio post-production by alphonic.com.